Actualité TVCO, édition du 11 décembre. Aux actualités TVCO cette semaine, la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul lance sa campagne annuelle de financement et Catherine Dufour nous explique qu'il est possible de faire des dons désignés à la Fondation. Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix souhaite relancer la route bleue dans Charlevoix en balisant des parcours de kayak de mer. Victor-Olivier Bois, chargé de projet, vient nous présenter ce projet. La papeterie Saint-Gilles s'est associée avec le célèbre couturier Jean-Claude Poitras pour produire 200 coffrets de cartes exclusives et signés par l'artiste, et nous nous sommes entretenus avec le président Claude Bellé sur cette initiative et celle à venir au cours de l'année 2021. Cette semaine, Mathieu Tremblay, mieux connu sous le nom de Papa Rocker, lançait un album. Il est venu nous voir en studio. On a discuté avec lui à la fois de son album et de la réalité des artistes en 2020, des artistes surtout qui lancent des albums. Alors, on va vous présenter ça. Aussi, l'arbre de Noël original, préparé par l'initiative Les Cordes à bois, est officiellement inauguré. Tout au long du temps des fêtes, les Charlevoisiens sont invités à venir voir cette œuvre collective qui est située à proximité de Maison-Mère. Nous étions au lancement, à l'inauguration, dis-je bien, de ce sapin, et on vous a préparé un reportage là-dessus. Et enfin, en fin d'émission, on va parler de sport local et de sport national, en compagnie de Maxime Jaudoin. Je vous souhaite une bonne émission. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul lance sa campagne annuelle de financement. Alors, pour en parler, je reçois sa directrice générale, Catherine Dufour. Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Catherine, au lancement de cette campagne, vous insistez dans vos communications pour parler des résultats, des retombées puis des investissements que les dons à la Fondation permettent de réaliser. Pouvez-vous m'en dire un peu plus long? Oui. Bien, ce qu'on avait le goût de faire cette année, c'est de vraiment mettre en lumière les projets sur lesquels la Fondation investit, oui, puis aussi les impacts de ces projets-là. Qu'est-ce que ça donne? Comment c'est vécu auprès d'usagers de l'hôpital, de proches d'usagers de l'hôpital, d'employés aussi, de chefs de service, d'éducateurs, de résidents du CHSLD. Donc, on est allé voir ces gens-là, puis on leur a demandé de nous partager un peu comment ils vivent les projets, puis leurs impacts. Puis on a eu... c'est ça qu'on vous présente, en fait. C'est ça qu'on présente aux gens. Annuellement, annuellement, la Fondation investit combien dans différents projets? C'est quoi à peu près votre niveau d'investissement moyen par année? Bien, ça dépend de chaque année parce que ça dépend aussi des demandes qu'on a. Mais ce que je pourrais vous dire, donc l'année dernière, on a investi jusqu'à 100 000 pour l'année donc 2019-2020. Donc, annuellement, aux alentours de 100 000 Et là, on constate à la lecture de votre communiqué que vous répartissez vos dons. C'est comme des dons désignés. Il y a différentes fondations, il y a différents fonds qui sont destinés à répondre à des besoins particuliers. Oui, en fait, là, on a beaucoup de champs d'intervention en tant que fondation d'un centre hospitalier. Donc, on a des fonds dédiés à la fondation qui permettent aux donateurs de choisir pour qui puis comment leurs dons vont avoir des impacts. Donc, on a 6 fonds dédiés. Est-ce que je pourrais vous expliquer un petit peu? Oui, présentez-nous les fonds dédiés, oui, bien sûr. Excellent. Donc, on a le fonds général, premièrement. Le fonds général, c'est un fonds qui est dédié principalement à l'achat d'équipements médicaux. Donc, souvent, ce que ça fait, ça, comme impact, c'est que ça peut, entre autres, développer des soins de proximité. Les derniers projets majeurs qu'on a fait dans ce fonds-là, c'est de l'achat d'équipements en ophtalmologie. Éventuellement, cet achat-là a permis l'arrivée d'une ophtalmologiste à temps plein à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Oui. Puis on a aussi fait des achats récents en neurologie et en gynécologie. Ça nous a permis de développer des soins qui sont équivalents au CHU de Québec. Cette action de la Fondation permet d'élargir la palette de services offerts à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez comme autre fonds? On a donc le fonds CHSLD. Le fonds CHSLD, c'est des projets qui sont principalement dédiés à améliorer la qualité de vie des résidents. Donc, le plus récent projet qu'on a fait s'appelle Aménagement d'espaces de vie thématiques. Donc, ce qui a été fait au CHSLD, c'est encore en cours, mais entre autres, il y a
il y a un espace de vie qui s'appelle pouponnière. Il va y avoir un autre espace de vie OK. où est-ce que c'est plus chalet. Donc, ça permet aux résidents d'être dans des univers qui ressemblent un petit peu plus à la maison. Ça leur permet de faire des activités aussi qui sont un petit peu plus comme à la maison, puis ça leur permet de se réaliser davantage. C'est aussi un outil de travail pour les éducateurs puis pour le personnel du CHSLD. Donc, je remarque également que vous avez un fonds pour les soins palliatifs. Qu'est-ce que vous avez fait cette année de ce côté? Le plus récent projet qu'on a fait, c'est pas cette année, mais c'est dans les récentes années. On a investi pour aménager un salon de la famille puis des chambres de soins palliatifs aussi. On a un super témoignage, entre autres, là, qui nous vient de M. Brosseau par rapport à ça, qui est expliqué dans les outils de communication Oui. de la campagne. Vous avez également, je le vois, là, on va les regarder ensemble, le fonds DITSA. De quoi s'agit-il? Donc, le fonds des TSA, c'est pour des projets qui sont dédiés pour la clientèle de déficience intellectuelle ou des gens qui auraient un trouble du spectre de l'autisme. Donc, le plus récent projet qu'on a fait, c'est des projets qui visent à développer les soins pour les personnes qui sont atteintes de ce type de conditions, finalement. Le plus récent projet qu'on a fait, c'est l'acquisition d'une murale interactive qui est aménagée ou qui est installée dans l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Cette murale interactive-là, Oui. pour vous la mettre un peu Une concrète, murale thérapeutique? oui, en fait, c'est un magasin général, puis ça permet aux gens qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou même des déficiences au niveau physique Oui. de travailler sur leur développement de façon très large dans un contexte ludique. J'enchaîne Donc, rapidement, là. Le fonds santé enfants-ados. C'est un autre fonds que vous pouvez nous présenter. oui, le Fonds santé enfants-ados, c'est un fonds qui vise des projets qui vont aider les jeunes charlevoisiens à développer puis à maintenir des saines habitudes de vie. Donc, on investit des fois dans des programmes, des fois dans de l'équipement. On a fait récemment une chambre de développement en collaboration avec l'école secondaire Saint-Aubin. Donc, cette chambre-là est installée dans l'école secondaire, puis ça aide le développement de certains élèves. Et là, on va faire le tour, là, le fonds Traité Santé. Le Fonds Traité Santé, donc, c'est vraiment des projets pour la clientèle qui a entre autres des problèmes cardiaques. Donc, c'est principalement ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a acheté de l'équipement d'exercice physique. Oui. Puis, dans le fond, ça permet une réadaptation là, pour les gens qui ont cette condition-là. Caroline Dufour, est-ce qu'on a fait le tour, là? Il y a 5 ou 6 fonds qui sont... Il y en manque un, on en a oublié un. Lequel vous aimeriez nous présenter en terminant, oui? On a fait le tour, on en a 6. Donc, moi, je vous ai... 6. Donc, le Fonds général, le Fonds CHSLD, le Fonds soins palliatifs, le Fonds DITSA, le Fonds santé enfants-ados, puis le Fonds traité santé. Et on comprend donc que les gens qui font des contributions à la Fondation peuvent faire un fonds désigné. Moi, dans mon cas, je pourrais décider de vous donner une somme d'argent et le dédier au Fonds Enfants Santé, par exemple. Enfants-ados, c'est comme ça vous le présentez. Donc, je peux faire un choix au niveau de mon don. Absolument. Le donateur chez nous peut décider comment et pour qui son don aura des impacts, puis dans quel type de projet il sera investi. Est-ce que vous avez placé un objectif pour votre campagne de financement cette année? Bien, en fait, on a un objectif, on n'a pas ciblé d'objectif. C'est une campagne qui nous permet habituellement d'aller chercher autour d'un 20 000 $. C'est une campagne qui se déroule toute l'année. OK. Dans le fond, on va continuer toute l'année de vous donner des témoignages de ces impacts-là vécus par une panoplie de gens qui vivent nos projets puis qui sont touchés par les projets de la Fondation. Fait que des fois, ça va être des témoignages écrits comme on l'a fait au lancement. Des fois, ça va être des petits vidéos. Fait que vous allez pouvoir connaître tout au long de l'année, continuer de connaître ces impacts-là à travers les témoignages de gens. Et pour les prochaines semaines, quels sont les nouveaux projets que vous pensez soutenir? Est-ce que vous avez des projets en cours dont vous pourriez nous parler maintenant? Oui, on a des projets. En fait, là, on a participé dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Ligne de front. Donc, c'est une campagne pan-canadienne. Ligne de front. Oui, il y a plein de fondations qui se sont mis ensemble pour aller chercher des sous, puis il y a une redistribution des fonds qui est faite. Puis là, on a des sous, puis on veut investir, dans le fond, dans un projet qui va minimiser les impacts de la COVID. Donc, le projet reste encore à être identifié, mais c'est vraiment un mandat qu'on s'est donné là, de minimiser puis d'investir dans un projet qui va minimiser les impacts. Donc, je pourrais vous donner des nouvelles là-dessus éventuellement quand le projet sera confirmé. C'est bien parfait.
Puis on a bien sûr le TACO qui s'en vient. Donc, nous, cette année, on a confirmé notre engagement pour les frais d'acquisition de cet appareil-là qui va faire son entrée à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Fait qu'on va vous revenir avec des éléments par rapport à ce projet-là bien pour spécifié. l'installation du TACO. En terminant, pour ceux qui veulent contribuer, on se rend où et on procède comment? Donc, c'est possible de donner, bien évidemment, à la Fondation en ligne. Si vous allez sur le Fondation HBSP pour hôpitalbaie-saint-paul.org, vous allez pouvoir trouver toutes les informations pour faire un don en ligne. Puis, vous avez donc le petit outil de communication qui a été distribué aussi là, dans les résidences de Oui. Charlevoix-Ouest. Vous pouvez aussi fonctionner par la poste avec cet outil-là. Donc, toutes les informations sont là pour donner. Vous avez l'information sur nos fonds également sur le site Internet de la Fondation. Puis tous les dons sont importants pour nous, donc petits ou grands, ils font tous une différence dans la vie des membres de notre communauté pour le développement de soins de santé. Eh bien, Catherine Dufour, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne campagne. Bien, merci beaucoup pour votre temps ce matin, c'est super apprécié. Au plaisir. Alors, Merci. c'était Catherine Dufour, la directrice générale de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui nous présentait à la fois les résultats et à la fois les possibilités qu'on l'on donne pour contribuer aux activités de la Fondation. Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix souhaite relancer le projet de Route bleue en proposant des parcours de kayak sur le fleuve Saint-Laurent. Et Victor-Olivier Bois nous présente ce projet. On s'entretient maintenant avec Victor-Olivier Bois, qui est chargé de projet pour le comité ZIP Saguenay-Charlevoix, qui nous annonce une relance de la Route bleue dans la MRC de Charlevoix. Monsieur Bois, de quoi s'agit-il exactement? En fait, ce projet-là est parti d'un projet, d'une idée qui avait été lancée en octobre 2019, donc pas en octobre passé, en octobre il y a 1 an. C'était un atelier avec les acteurs de la MRC de Charlevoix qui concernait comment on peut mettre le fleuve en valeur dans la MRC ici de Charlevoix. Donc, ensuite de ça, il y a eu une présentation qui a eu lieu de Pierre Marquis, qui représentait la Fédération Canoë-Kayak du Québec. Oui. Et lui a lancé l'idée que ça serait intéressant de relancer les routes bleues un peu partout au Québec, puis que Charlevoix avait le créneau parfait pour accueillir ce projet-là, puisque le fleuve a une importance vraiment, une grande importance ici dans Charlevoix. Alors, quelle forme prendrait la route bleue telle que vous l'avez proposée à la MRC? En fait, nous, on veut faire des boucles, des parcours de kayak qui sont de courte durée, là, donc on dirait entre 3 et 4 heures, auxquels on peut partir d'un point A puis revenir au point A. Donc, on limite les transports, on limite les problèmes entourant la navigation, autant sur les cours d'eau que sur le fleuve. Puis ça fait en sorte que les gens ils pourraient participer, puis des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience en canot-kayak pourraient aller sur le fleuve. C'est sûr qu'il y a un aspect de sécurité, il y a plein de choses à penser autour de ça, mais on pourrait à partir de ce moment-là, on pourrait naviguer à partir de 3 lieux qu'on a déterminés. Oui, quel lieu vous avez déterminé pour le départ de chacune des boucles? Les 3 lieux qui ont été ciblés au départ, qui nous semblaient les plus faciles, c'est surtout l'île aux Coudes. On parle de surtout la pointe du bout d'en bas, tout le tour de la pointe du bout d'en bas. Ensuite de ça, il y a à Saint-Joseph-de-la-Rive tout le secteur qui se trouve près de l'église puis qui s'en va plus vers l'est, qui longe la voie ferrée. Puis sinon, à Baie-Saint-Paul, c'est la baie qui est communément utilisée là, par Catabatic, ici, à tout l'été. Le projet est évalué à quelques 35 000 $. Quel genre d'aménagement ces sommes vont permettre de mettre en place? En fait, pour l'instant, le projet ne permet pas de mettre en place des infrastructures. Le but, c'est pas nécessairement de construire des bâtiments ou de fabriquer des choses. Le but, pour l'instant, les sommes, il y a une partie de ce montant, il y a à peu près la moitié de ce montant-là qui a été utilisé pour tous les travaux de terrain de cet été, donc recenser les mises à l'eau, voir les enjeux de sécurité qu'il pourrait avoir, la marée quand elle est haute, est-ce qu'on y a accès ou on n'y a pas accès. Puis si c'est beau, si c'est un beau point de vue, puis si il y a des aspects intéressants aussi au niveau de la biodiversité. Quelle forme ça va prendre comme pratique d'activité? Ça va être des lieux d'accès libre-service ou il va y avoir de l'encadrement? Parce qu'on parle quand même de naviguer sur le fleuve, là, c'est quelque chose. Oui, bien c'est sûr que le but, dans le meilleur des mondes, ça serait de rendre ça disponible à tous. On est conscient qu'il y a des gros enjeux de sécurité, puis qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement à l'aise de naviguer seuls sur l'eau.
Jamais on va recommander aux gens de naviguer tout seuls. On va recommander toujours avec 2 ou 3 embarcations. Mais ce serait accès libre-service. Ça serait un accès libre-service, mais des gens qui n'en ont jamais fait, qui ne sont jamais allés sur le fleuve, nous, on va émettre beaucoup on va émettre beaucoup de bémols, puis on va surtout encourager les gens à utiliser des services qui sont déjà là, comme Catabatic, qui peuvent vous offrir d'aller sur un parcours qui est existant de la route bleue, mais qui vont vous accompagner de façon sécuritaire, puis qui vont vous enseigner aussi comment le faire. Puis on encourage aussi les gens à aller voir sur le site de Canoë-Kayak Québec pour suivre des formations. Le célèbre couturier Jean-Claude Poitras collabore avec la papeterie Saint-Gilles pour offrir un coffret de cartes de grande qualité. C'est une activité de financement également qui est mise sur pied par la papeterie Saint-Gilles. Et pour en parler, j'accueille le président du conseil d'administration de la papeterie, M. Claude Bellé. M. Bellé, bonjour. Bonjour, M. Roy. Monsieur Bellé, tout d'abord, il y a à peine un an, là, les nouvelles nous faisaient état qu'il y avait un avenir qui était peut-être incertain à la papeterie Saint-Gilles, ou du moins il y avait des besoins qui étaient de plus en plus criants en matière de financement. On a l'impression que la situation s'est maintenant retournée et que la papeterie fait preuve d'un dynamisme renouvelé. Pouvez-vous nous en parler un peu de comment la situation a évolué dans le courant de la dernière année? Bon, ce qu'on peut constater actuellement, c'est qu'il y a un air d'aller dans lequel on est inscrit et qui fait suite vraiment à des interventions importantes, là, à savoir, on a reconstitué un conseil d'administration. Le conseil d'administration s'est doté d'un bureau des gouverneurs qui sont des gens avec une grande notoriété, qui acceptent d'associer quelque part cette notoriété-là au projet de la papeterie. Et on a vraiment travaillé très fort avec tous les partenaires de la communauté. Et aujourd'hui, on sent vraiment un air d'aller. Un plan de développement qui est là, qui prévoit un plan d'investissement tout près de 500 000 $ au cours des 3 prochaines années, qui va nous permettre vraiment de revoir tout le fonctionnement, aussi apporter des améliorations importantes au niveau du bâtiment où on est actuellement. Fait que, il y a vraiment un air d'aller, un engagement, une mobilisation du milieu. On constate que vous êtes en train d'assurer la pérennité de l'institution, parce qu'il faut le dire, la papeterie dans notre région, c'est une institution qui est reconnue. Est-ce que je me trompe ou je dirais que c'est le papier qui a séduit plusieurs de vos membres du Conseil des gouverneurs que vous avez créé? Parce que je regarde notamment les citations de M. Jean-Claude Poitras qui a préparé des cartes, on va en parler du coffret, mais il est tombé en amour avec votre papier. Tout à fait. Pour lui, pour M. Poitras, ça fait quelques années qu'on se fréquentait et qu'on disait qu'on aurait un projet ensemble, qu'on développerait des choses. Finalement, ce projet-là est abouti cet automne avec M. Poitras et on a vraiment pu lancer ce produit, en tout cas ce produit d'une qualité là, vraiment exceptionnelle et qui va porter la signature et qui est tout de même en nombre limité. Là. On a 200 boîtiers qu'on met quelque part sur le marché et déjà presque la moitié ont déjà trouvé preneur. Fait que ça va vite et on a vraiment là, un engouement pour ce produit-là. Parlons du coffret, justement. Là. On y retrouve 8 cartes qui sont signées Jean-Claude Poitras, c'est bien ça? Oui, 8 cartes, 6 de format régulier. Oui. Et 2 carrés. Et ce sont des sérigraphies numérotées? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Ce sont tous des esquisses réalisées par Jean-Claude Poitras. Chaque boîtier est numéroté de 1 à 200 et porte la griffe là, de M. Poitras sur chacune des cartes comme telle, là, avec sa petite histoire, avec la référence quelque part qu'il fait dans le temps et l'espace par rapport à cette production-là avec nous là, comme telle. Puis, on espère bien, puis on s'est bien promis que c'était une première expérience d'une suite de collaboration qu'on va avoir dans les prochaines années parce qu'on a beaucoup de projets sur les planches avec M. Poitras comme tel. Lorsque vous avez réalisé votre plan de relance, vous avez sans doute identifié là, les éléments forts de la papeterie. Pouvez-vous nous dire un peu quels sont les fondements ou en tout cas quels sont les éléments les plus marquants lorsque l'on se dit on se base sur quoi pour faire un plan de relance? Quels étaient les éléments clés, les atouts de la papeterie au moment où vous êtes penché sur la relance? L'analyse qu'on a faite à partir d'une étude de marché qu'on a réalisée en 2019, là, on a eu le soutien de la Société du réseau des économisés pour réaliser cette opération-là.
Et ça nous a très clairement identifié 2 pistes importantes sur lesquelles il fallait s'investir, faire en sorte qui sont des voies qui vont assurer la pérennité quelque part, de cette institution-là. La première piste, Oui. c'est de vraiment revoir toute l'expérience qu'on fait vivre aux touristes et aux gens qui viennent nous voir. Fait que toute la démarche, le parcours économuséal, de prendre contact, être en relation avec ces artisans-là qui partent d'une fibre de coton pour produire le papier, on est en train de refaire où on va vraiment offrir une expérience unique quelque part aux gens qui vont venir nous voir. Et parallèlement à ça, on développe aussi tout un parcours éducatif. Avec tout le milieu scolaire, on a une entente avec le centre de services scolaires. On a une entente aussi avec la papetière Résolue, qui était au tout point de départ, qui Oui. était Donohue à l'époque, qui ont été Oui. des gens qui ont soutenu Félix-Antoine Savard dans le démarrage de la papeterie. Et on est en train de faire pour eux tout un parcours qui va s'intégrer au parcours scolaire et qui va permettre aux étudiants là, du fin du primaire, 5e, 6e année, puis le début du secondaire, là, le secondaire 1, Oui. d'intégrer ce parcours-là et d'apprendre son Charlevoix, d'apprendre l'histoire de la papeterie, mais aussi du papier, puis de la papetière Résolue et tout ça. Fait que, il y a un projet là, qui est en branle actuellement. Donc, le premier volet, de ce que l'étude de marché a révélé, c'est qu'il fallait renouveler l'expérience muséale quand les gens se rendent chez vous. Quel est le deuxième volet que cette étude de marché a permis de mettre en lumière? Le deuxième volet, c'est tout le développement du marché corporatif. On produit du papier et il faut vendre du papier. Hein? Et on a vraiment exploré, et tout l'automne, on est allé voir, on a rencontré 15 imprimeurs au Québec, là, et on a regardé avec eux la possibilité et comment on peut augmenter et vendre plus de papier. On est une papeterie artisanale, oui, mais vous devez vendre du papier. On doit vendre du papier. Fait qu'on est en train d'explorer actuellement tout le marché corporatif. Et ce qu'on avait vu dans l'étude de marché se confirme. Là. On va avoir des interventions à faire. On a au niveau pour rendre notre papier un peu qui va être plus facilement utilisable à travers au niveau des presses numériques. Mais on a des gens, on a 2 personnes au conseil d'administration qui sont arrivées cet automne, un représentant là, de Cascade, le directeur de l'innovation, M. Carl Blanchet, et on a Daniel Morin, qui est le directeur de l'ingénierie chez Résolue, qui travaille et qui planche avec nous pour trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre, pour nous permettre d'améliorer notre production puis de rendre ce papier-là plus utilisable. D'autre part, on est en train de regarder tous les produits dérivés là, qui rentrent et qui font en sorte que plusieurs entreprises peuvent manifestent beaucoup d'intérêt pour nos produits, pour toute leur clientèle puis tous les cadeaux corporatifs qui se développent. On est allé rencontrer une entreprise comme Cotmo qui manifeste beaucoup d'intérêt par rapport à nos productions, nos carnets, tous ces outils-là. Et on voit que le marché, il est là. Ça nous appartient maintenant de s'organiser puis d'avoir les productions suffisantes pour aller percer ces marchés-là. On constate donc que 2001 est rempli de promesses du côté de la papeterie. C'est très clair qu'on est rempli de promesses, puis il y a des projets, et c'est tangible. Ce n'est pas juste des beaux rêves. On a validé ces marchés-là, on est allé à la rencontre devant différents partenaires, puis on a des signaux très clairs de partenaires qui nous disent on va être là, puis on va vous soutenir financièrement. On est en discussion actuellement avec Desjardins à travers le Fonds du Grand Mouvement. On a déjà un premier engagement de 25 000 pour soutenir notre programmation économuséale avec eux, et on va aller au Fonds du Grand Mouvement en janvier. Et ils manifestent beaucoup d'ouverture puis d'intérêt par rapport à cette institution-là, qui est là depuis 1965 et qui se renouvelle actuellement dans son offre et qui se renouvelle dans son engagement dans sa communauté, dans toute la vitalité du milieu dans lequel on œuvre actuellement. Et vous nous offrez, en plus de beaucoup d'espoir et puis de projets pour les années à venir, qui vont nous permettre de vraiment croire à la pérennité de cette institution, qui fait, dans une certaine mesure, une renommée dans Charlevoix également. Mais à court terme, vous nous proposez un produit qui est vraiment beau, qui est votre coffret là, dont on a parlé en début d'entrevue. Alors, si on veut se procurer ce beau coffret, puis par le biais, vous encourager, puis vous soutenir aussi dans vos démarches pour relancer l'ensemble de la papeterie, on fait comment pour se procurer ce beau coffret? La façon la plus simple, c'est vraiment d'aller sur notre boutique en ligne
Et le coffret, il est là, il est facilement accessible. Et on a des ententes avec Poste Canada, puis on va être capable d'acheminer rapidement quelque part des boîtiers que les gens voudront acquérir comme tels. Samedi, on est ouvert aussi. Avant demain, on est ouvert toute la journée. On fait partie là, de la route la route de Noël des éboulements Saint-Irénée, oui. C'est ça. Fait qu'on était là samedi dernier, on va être là encore demain. Fait que pour ceux qui veulent venir nous voir, on a le boîtier, on a d'autres produits aussi pour s'ils veulent compléter leur liste de cadeaux. On est là. Fait que ça sera pas. Mais la façon la plus facile de se procurer le boîtier, c'est vraiment par la boutique en ligne. Bien, Claude Bellé, on vous souhaite d'abord une bonne année 2021. On voit que ce n'est pas les projets beaucoup. qui vont manquer. Et on vous souhaite, on va en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en espérant qu'il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser les cartes réalisées par Jean-Claude Poitras pour faire leurs vœux cette année. Au plaisir, M. Bellé. Merci beaucoup, M. Waddell. Merci. Alors, c'était Claude Bellé, le président du conseil d'administration de la papeterie Saint-Gilles. Le côté sombre du design. Le côté Alors, on vient de voir un extrait d'une pièce intitulée « Le côté sombre du dessert » qui fait partie d'un album qui vient d'être lancé par Mathieu Tremblay, qui est bien connu dans la région comme étant le fondateur et l'animateur de Je joue de la guitare. Mais Mathieu est également un musicien accompli. Il a décidé de lancer un album et on l'accueille avec nous ce matin pour en parler. Mathieu, bonjour. Salut Martin, ça va bien? Oui, ça va bien. Mathieu, en ces temps d'Internet et en ces temps de pandémie, vous lancez un album. Effectivement. Est-ce que c'est encore le meilleur moyen pour se faire connaître au Québec que de lancer un album? En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont migré vers Internet. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça sur Spotify, Apple Music, sur YouTube également. C'est pas nécessairement la meilleure stratégie d'y aller avec un album physique parce qu'on le sait, les ventes d'albums ont beaucoup baissé. Oui. Mais par contre, en bon vieux rocker, moi, ça me prenait le CD physique. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment ça, avoir vraiment un objet de collection. Puis, on a mis le paquet concernant cet album-là parce que là-dedans, il y a un livre de 32 pages, un livret de 32 pages. J'ai mis un pic exclusif « Je joue la guitare » que j'ai limité aux 1000 premières copies. Un pic bonus. Oui, un pic en bonus. Puis, il y a vraiment, il y a une centaine de dessins faits à la main par ma conjointe, Josée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est le fun à regarder. Puis, dans le livret, tu sais, on a mis un cherche-et-trouve. On a mis un quiz auditif. J'ai même mis un lexique français-québécois parce que j'ai beaucoup de Français qui me suivent sur Internet qui allaient acheter l'album, puis j'étais pas sûr qu'ils allaient tout comprendre ce que je disais. Donc, j'ai mis un lexique. Fait qu'il y a plusieurs petites choses comme ça qui valent la peine d'être achetées. Donc, les vrais fans, si on peut les appeler comme ça, ont souvent acheté l'album. Mais tu sais, c'est sûr que je me suis confronté à la réalité, c'est-à-dire que hey, j'aimerais ça l'acheter ton CD, mais j'ai pas de lecteur CD. Bien, je comprends. Mais maintenant dans les autos, on n'en a même plus. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui vous inspire? Parce que quand on écoute votre album, on constate que vous êtes un rocker heureux. Oui, je fais du rock heureux. Vous faites du rock heureux? Oui, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tu fais pas. Parce qu'on a l'impression que c'est sombre, le rock, un peu, c'est noir. Oui, mais au tournant des années 2000, c'est devenu un petit peu plus sombre, je te dirais. Avec les bands comme. Ça a tombé comme métal industriel, Korn, tout ça. C'est pas que c'est des bons bands, j'adore ça. Mais c'était moins festif que dans les années 70, 80, 90, on va dire. Donc, non, moi, c'est plus ma vibe. Dans la vie, je suis quelqu'un qui est heureux. Tu sais, je pouvais pas commencer à écrire sur la dépression, par exemple, ou une peine d'amour. Parce que ça aurait été de la vraie fiction. Non, c'est ça aurait été de la totale fiction. Moi, ma vie, présentement, ben, on l'a vu dans le côté sombre du dessert. C'est de m'estiner avec ma fille pour qu'elle mange un dessert. C'est de me promener en caravane. Qu'elle mange autre chose que du dessert. Oui, autre chose que du dessert. Les dernières bouchées, les fameuses 4 dernières bouchées avec ton dessert. Il y a ça. Il y avait ma chanson, la première chanson que j'ai sortie, Prima Papa Rocker, ça parle quand j'étais guitariste à la Maison du Bootlegger. Que je terminais tard, je rentrais de bonne heure.
Donc, puis moi, je me Vous fais- aviez une vie bien différente de celle de Ouais. père de famille. Oui, ben en fait, non, je me faisais quand même botter hors du lit le matin à 6 heures pour aller au parc. C'était la maison du bootlegger, c'est l'été. Oui. Donc, c'était à voix et papa, on s'en va au parc. Puis moi, je rentrais quand même tard, je me lève de bonne heure. Ben ça, c'était la vraie vie. Et puis, le summum du rocker père de famille, c'est dans votre caravane. Oui, effectivement. Ben oui, on n'a pas le choix d'avoir une caravane dans la vie. D'ailleurs, la chanson a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Oui. Elle est très appréciée, ouais, la chanson. Man with a caravan. I'm a man. With a caravan. Ben, une caravane, écoute, une fois qu'on en a une, on peut plus s'en passer. Même les réseaux de distribution ont changé. Oui. On achète ça où, un CV de Papa Rock, là, Un aujourd'hui? CD, ben, on peut l'avoir sur le paparocker.com. OK. En ligne, on peut le commander. Sinon, il est sur Archambault et les disquaires Sunrise. Sinon, on peut me contacter également en privé sur Facebook, c'est tout le temps une bonne idée. J'en ai chez moi, ça va revenir moins cher en plus, parce que ça vient direct de moi. Puis, à la Malbaie, il y a c'est un marché de Noël, je crois. Je crois que je vais être là le 18, si je me trompe Allez-vous nous pas. faire une prestation? Débarquez-vous avec Euh, votre guitare, votre ampli? Je pense pas, parce que c'est Ah? la manière avec le COVID, tout ça, c'est compliqué. Ah, c'est vrai que c'est c'est compliqué. compliqué un petit peu. Je trouve que ça enlève du charme aussi quand tout le monde a des masques. Donc, je vais autant attendre à cet été. J'ai bon espoir pour cet été que ça va peut-être débloquer toutes ces choses-là. Puis moi, ça me laisse le temps en même temps de recommencer de la guitare comme je ne l'ai pas fait durant les dernières années avec tous les projets que j'ai eus. J'ai délaissé un petit Ouais. peu la pratique de la guitare, même si Je c'est joue ça. de la guitare, là, qui est maintenant Ouais, connue, qui est établie. Je joue de la guitare, mais j'avais pas le temps de jouer de la guitare. Là, je me suis remis dedans. Puis, Donc, on comprend que c'est également un album un peu... Vous avez profité de la pause COVID oui, ouais, vraiment. pour Sérieusement. créer votre album. Oui, j'ai pondu l'album, puis ça me laisse le temps de pratiquer pour sortir un show éventuellement quand on va pouvoir. Donc, c'est le fun, je fais ça cool à la maison. Puis... Et sans espoir que ce soit votre principale source de revenus pour la prochaine année. Ah non, c'est vraiment... Papa Hein? Rocker, c'est un projet de cœur. Ça va déjà assez bien avec je joue de la guitare, je joue de la musique. C'est le musicien qui peut s'exprimer Ouais, c'est ça. quand là. on J'ai fait ça. pas, c'est ça qui est plaisant avec Papa Rocker, c'est que j'ai pas de label, j'ai pas de maison de disques, j'ai pas de producteur. Ce que vous entendez, c'est 100% Mathieu Tremblay qui a pris toutes les décisions de A à Z. Ni plus ni moins, donc... Je vous souhaite la meilleure des chances puis beaucoup de diffusion avec votre album, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans qu'on parle un peu de... Je joue de la guitare. Oui, On s'était vu en temps de COVID déjà, puis on se demandait, bon, ben maintenant que Via les gens Zoom. sont confinés, est-ce qu'il y a plus de gens qui se disent que ça serait le temps d'apprendre à jouer de la guitare? À l'époque, vous m'aviez dit qu'il y avait un certain mouvement. Est-ce que ça se continue, ce mouvement? s'est continué. Du côté de vos, on va le dire, là, du côté de vos cours en ligne que vous offrez, qui Oui. est je joue de la guitare.com. il y a- Ça se continue, l'engouement, je vais le dire comme ça? Oui, tout de même. C'est sûr que les meilleurs mois, c'est quand tout le monde a été vraiment confiné chez eux, le mars, avril, mai. Cet été, l'été, les gens ont moins tendance à s'asseoir devant leur ordinateur, ouais. évidemment. Donc, l'été, c'est jamais une bonne période, mais quand même, ça a été beaucoup mieux que tous les autres étés. OK. Et puis, septembre, c'est toujours excellent. Ça suit l'école, je te dirais. Puis là, en France, ils ont été reconfinés au mois de novembre, je crois. Donc, on a revu encore une fois une hausse. Parce que vous êtes encore très populaire en France. Oui, au niveau de vos en cours de fait, guitare. présentement, on a plus de 130 000 inscriptions à l'école en ligne. Puis je te dirais qu'il y a presque 70 de gens qui viennent de la France. Mais il faut dire que le marché est 8 fois plus gros qu'au Québec quand Oui. même. Mais avoir une école en ligne comme ça, il faut nourrir la bête à chaque semaine. Sortir des vidéos, sortir des Oui, cours, mais, ça doit quand même être un ça- travail de maintenance assez poussé. Oui, mais moins maintenant dans le sens que ça fait 5 ans que je fais ça. Donc, le nombre de vidéos que j'ai fait jusqu'à ce jour, Oui. ils sont quand même là. Donc, quelqu'un qui rentre pour la première fois aujourd'hui sur Je joue la guitare, Vous avez votre ben, série c'est ça, de vidéos. là. toutes les séries de vidéos, c'est fait, puis ils se retrouvent avec 13, 14 programmes de guitare, puis des vidéos sur YouTube, j'en ai au-dessus de 400, puis il y a des tutoriels à ne plus finir. Quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur Je joue la guitare, je suis pas sûr qu'il y a assez d'une vie pour tout faire ça. À moins de s'y mettre vraiment assidu à tous les jours, mais il y a du stock sur Je joue la guitare. Là. Puis il y a beaucoup de gratuits aussi. C'est même pas obligé de devenir payant non plus. Mais si on y va en plus d'un programme payant, c'est gigantesque. Bien, c'est des bonnes nouvelles Oui. que l'on entend, tant mieux pour vous. Puis merci de nous avoir fait du rock joyeux. Ça fait plaisir, Martin. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Yes.
Alors, c'était M. Tremblay. Papa Rock, on vous invite donc à vous procurer son album, à l'encourager. Et puis, pour ceux qui ont le goût de gratter la guitare un peu, on se rend sur jejouedelaguitare.com. Le son des sons du dessin. Le compte des sons. L'œuvre collective L'Arbre de Noël exceptionnel créée par l'initiative Les Cordes à Bois a été inaugurée. On était sur place et on vous a préparé un reportage. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue au lancement de la deuxième œuvre d'art collective des cordes à main de Charlevoix, la corde à bois. Alors, je me présente, je suis Gabrielle Coulombe. Je suis la créatrice du mouvement des cordes à main de Charlevoix avec Gabriel Audet de la Résidence des bâtisseurs. Les cordes à main de Charlevoix, ça a vu le jour durant le premier confinement au printemps. Et comme les deux, moi et Gabriel, on était impliqués à la Résidence des bâtisseurs, on avait envie de créer un projet créatif, joyeux, qui allait permettre aux personnes aînées d'être au cœur d'un projet qui allait les mettre en lien avec la communauté. Et finalement, notre première œuvre, c'était la longue corde, probablement que vous avez pu admirer, qui est installée ici à la Maison Mère, entre la Maison Mère et le Germain, sur la longue clôture. Alors, c'était une longue corde avec plein de bouts de tissu, avec des estampes de main de tous les âges. Donc, notre mission avec les cordes à main, c'est ça. En fait, c'est de rassembler toutes les générations à travers des projets qui sont à la fois ludiques, créatifs, surtout mobilisateurs, puis avec un message social qui nous unit. Alors, avec la corde à bois, bien évidemment, on a un message là-dedans. C'est qu'à l'arrivée du temps des fêtes, le temps des fêtes cette année risque d'être un peu atypique, différent de ce qu'on vit dans le passé. Et on se demandait comment on peut transcender peut-être cet isolement-là chez certaines personnes ou la nostalgie du temps des fêtes d'avant. Comment on peut transcender ça, avoir un ancrage qui est solide au passé, mais surtout de conserver une joie et une belle créativité au présent, puis parsemer de la magie dans notre milieu. Alors, c'était le but de la corde à bois. Alors, ça s'est traduit par la création d'une œuvre d'art collective, donc dans le cadre d'un projet de médiation culturelle qui a été piloté par moi et Jimmy Perron, l'artiste, qui va vous expliquer son œuvre tout à l'heure. Mais voilà, vous avez l'œuvre à l'arrière de moi, à laquelle plus de 250 personnes de notre communauté de tous les âges ont participé. Et le message de la corde à bois, c'est un message de revalorisation. Revalorisation de quoi? Bien, de notre passé, bien évidemment, à travers nos souvenirs, notre vécu, notre parole. Revaloriser aussi la notion de la communauté comme une grande famille qui aurait fait son sapin de Noël ensemble. Revaloriser aussi le travail remarquable et la mémoire des petites franciscaines de Marie qui ont été grandement ébranlées durant la présente vague de pandémie ici dans Charlevoix. Et aussi s'offrir, bien sûr, de la magie et des bons mots. Et sentir qu'on est unis malgré tout en ce moment. Je veux souligner aussi que la corde à bois, on est bien fiers, a été nommée Bon coup de l'année 2020 de la politique culturelle de Baie-Saint-Paul. Et c'est grâce à vous toutes et tous qui avez participé à nos deux œuvres. C'est grâce à vous, c'est ça qui fait la magie, qui fait la grandeur de nos projets. Et ça vient prouver une fois de plus que l'art, ça peut s'ancrer dans le quotidien. Ça peut s'ancrer aussi entre les gens et tout le monde peut y participer. On a tous le pouvoir de semer de la beauté et on le voit encore aujourd'hui avec la corde à bois. Êtes-vous satisfaite de la réponse que vous avez obtenue? Puis comment ça s'est passé? Parce que c'est toute une opération d'en venir à être capable de faire un art de Noël comme celui-là. Oui, bien, d'abord, on est hyper contents, même très surpris de la réponse qu'on a eue. On a eu au-dessus de 250 personnes et on a dû même limiter un peu parce que, bon, c'est des pièces de bois uniques, donc toutes faites à la main. Donc, à un moment, on a mis une date limite. Mais je suis certaine, comme on disait tout à l'heure, si on avait fait le projet 2 mois d'avance, on aurait peut-être eu le double de participation. Mais vraiment, les gens ont embarqué et se sont engagés beaucoup. En termes de procédure, bien, c'est sûr, c'est ça. C'était la conception du message, de l'œuvre, des pièces, la distribution, mais avec une quarantaine de 48 heures. Ensuite, la récupération, le vernissage, l'installation, les mots qu'il faut tout recueillir, les mots au verso. Donc, c'est plusieurs étapes. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des Grandes Ligues en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Martin, bonjour.
Dites-moi, il n'y aura pas que du ski qu'on va pouvoir faire au massif cet hiver. Il y a d'autres activités qui s'ajoutent malgré la pandémie. Oui, donc on parle un peu de luge au massif qu'on va pouvoir faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, la page Facebook du massif de Charlevoix, ils ont fait une promotion de 30 secondes. C'est hallucinant. Écoute, c'est de la luge nocturne dans un sentier à 7,5 km. C'est assez long quand même, là, un sentier de cette distance-là. Oui. Donc, avec justement des lampes frontales pour le soir. Il y a les luges éclairées de derrière parce qu'il y a un feu là, qui allume pour dire où la personne se trouve. Oui. Et vraiment, là, tu descends puis tu tripes. Vraiment, là, pour les amateurs, en fait, pas pour les amateurs de l'hiver, mais pour ceux qui aiment avoir de l'émotion, pour ceux qui aiment triper, là, c'est une activité vraiment à ne pas rater. On comprend, Maxime Jaudoin, qu'on va vous voir dans la luge nocturne cet hiver. Oui, il y a des bonnes chances. Parlant des dates, en fait, Oui, ça commence allons-y. le 19 décembre. OK. Donc, sans me tromper, c'est le week-end prochain. Là, Bien c'est quand sûr. au moment où on se En parle. même temps que la saison de ski. Exactement, exactement. Parfait. Donc, ça se passe jusqu'au 4 janvier. Donc, et je peux vous garantir que oui, je vais être fortement sur les pistes là-dessus, là, dans une date dans les possibilités. Là. Mais oui, c'est une activité à ne pas rater. Eh bien, écoutez, je vous souhaite donc une bonne saison au Massif, en Merci. espérant que la neige qui est annoncée, au moment où on tourne vendredi, Oui. on nous annonce beaucoup de neige ce week-end. Absolument. Donc, les conditions devraient être très belles la semaine prochaine pour le début de saison. Oui, si elle reste. Si elle reste, évidemment. Souhaitons-le. Souhaitons-le. On va tout de suite y aller avec la Ligue nationale de hockey. Oui. Un retour au jeu est annoncé. La bonne nouvelle, parce que ça fait quoi, 3 mois qu'on en parle? Oui. Ben, sans exagérer, là, mais oui, donc là, on est sur là, 95 de chances que la Ligue reparte. Là, on parle du 13 ou du 15 janvier, là, dans ces environs-là. Ouais. Donc oui, et là, présentement, ce qui a aidé, il y a 2 raisons qui ont aidé à ça. 2 raisons principales. C'est que là, Oui. on savait que depuis longtemps, on avait toujours la question de l'argent qui était en jeu, qui sûr. bloquait. Là, c'était le rapport des salaires, combien est-ce que les joueurs donnent, combien est-ce que la Ligue prend et tout ça. Oui. Donc là, on a dit, on va mettre le principal point de côté pour la saison. Là, on s'est dit, on va faire la saison. Une fois que ça va être fini, on va reprendre les négociations avec un tempérament beaucoup plus modéré, beaucoup plus OK. relax. Parce que là, Oui. on était stressés, c'était faut s'entendre. Les camps d'entraînement ont recommencé. Donc, on s'est dit, on va mettre l'argent, les négociations de l'argent de côté pour commencer l'année comme telle. Et le deuxième point, c'est OK. que... il y C'est a des- important quand même, ça, comme c'est important. qu'un jour on dise, écoutez, on s'ostine plus tard, mais là, il faut jouer. Oui, là, ça, honnêtement, ça a été une bonne décision Ouais, qu'on a c'est prise une grosse là-dessus. affaire. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des équipes, évidemment, qui avaient peur de commencer l'année sans partisans parce qu'il y a des marchés plus petits, Ouais. des marchés plus fragiles au niveau monétaire. Je pense à l'Arizona, je pense à la Floride, je pense les Sabres de Buffalo également qui tirent un peu, New Jersey, les Rangers également qui ont une dette d'à peu près 200 millions là, au moment où on se parle. Donc, Gary Bettman et la Ligue se sont dit, regardez, on va vous donner un montant d'argent à toutes les équipes pour commencer la saison. Là, on n'a pas dit de combien, mais bon, avec l'argent que la Ligue fait depuis 100 ans, là, je présume que c'est pas un 10 millions qui va faire peur à la Ligue, aux Donc, équipes. Là. 2 événements majeurs. Oui. On va d'un côté, on met les chicanes de côté pour tout de suite, ou les Exactement. négociations de côté. Oui. Puis de l'autre, on vous fait un fonds de démarrage pour au moins que vous soyez un petit peu moins dans le rouge en partant. Oui, donc c'est ça qu'on a compris là-dessus. Et Et là- attends, il faut mentionner que là, il y a le côté des partisans aussi qui rentre en ligne de compte. Est-ce que cette année, avec le vaccin, on va pouvoir accueillir des partisans tranquillement, pas vite? Il y a des équipes comme Las Vegas qui ont déjà dit, malheureusement, on ne reçoit pas de partisans là-dessus. Et qu'a dit le Canadien? Le Canadien, c'est en réflexion. On est en réflexion de savoir qu'est-ce qui va arriver parce qu'il faut savoir qu'on va avoir une division canadienne tranquillement pas vite pour jouer la saison. Donc, ça veut dire que là, c'est Montréal, c'est Vancouver, c'est Calgary, c'est Winnipeg, c'est Edmonton. On va s'affronter entre nos équipes et ça va être, logiquement, ça devrait être dans les amphithéâtres respectifs à huis clos. Et là, c'est là Mais j'ai au hâte Canada. au Canada. Et là, on a hâte de voir un peu là, quelle équipe va pouvoir avoir des partisans. Est-ce que Montréal va pouvoir le faire, ramener du monde un peu? On va voir dans les prochaines semaines. C'est ce qui va être aussi là, en négociation. Mais dites-moi, on commence à entendre parler de la naissance d'une nouvelle réalité. Parce que, est-ce qu'on n'a pas plus de plaisir à aller battre les Flames de Calgary qu'on en a d'aller battre les Panthers de la Floride? Il me semble que les partisans commencent à dire, hey, la Ligue canadienne, en tout Ouais. cas la division canadienne de la Ligue nationale, ça va faire naître des méchantes rivalités. Parce que c'est bien beau battre les Maple Leafs, Oui, oui. mais c'est le fun d'aller battre les autres provinces aussi. Oui, bien écoute, c'est ça. Croyez-vous à ça, vous? Ben, On va moi, avoir je- plus de plaisir à affronter les clubs du Canada? Bien, je pense que d'un côté, oui, ça a une portion beaucoup plus magique pour les partisans canadiens. Oui. Tu sais, ça l'aide, tu sais, parce que Calgary, c'est des équipes qu'on ne voit pas beaucoup, tu sais, parce que là, il y a des équipes là, qu'on voit peut-être, Vancouver, là, tu sais, on les voit peut-être 2 fois par année, c'est pas plus. Puis là, on va voir combien d'équipes à chaque pendant la saison. Ça nous donne combien Ouais. de rencontres entre équipes?
Ben écoutez, là, notamment, là, si je rajoute Toronto et Ottawa, Ouais. tantôt, là, je les avais oubliés, fait que là, on peut compter 6 équipes autres Montréal. Pour Voilà. un calendrier Pour un de... calendrier de... on parlerait peut-être aux alentours de 56 matchs. là. C'est ce qui reste à définir, là, parce qu'on ne veut pas étirer la sauce. Mais ça serait... Moi, je serais très... Si jamais on met un calendrier complet de 82 matchs, ça se pourrait. Mais rendu au stade où on en est, je serais très surpris qu'on ait... Sinon, ça voudrait dire à 82 matchs de faire des rencontres à peu près 4 jours par semaine. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Là. Ouais. Mais on n'a pas encore défini le tout présentement, mais l'approche d'une division canadienne semble de plus en plus là, embarquée dans le moule. Et là, ben, j'ai hâte de voir au fil du temps, est-ce qu'on va demeurer avec cette division-là ou quand que le tout va commencer à s'abaisser, si on va commencer à dire, bon, mais là, Montréal, on s'en On va va dans San Jose, réouvrir, puis bon. Anaheim, avec les frontières. Donc, vous me dites, c'est on ce qui pourrait reste. même commencer à rejouer dans le calendrier après le début de la saison. Ben, moi, je pense que oui, je pense qu'on pourrait le faire parce que, tu sais, on a, comme tous les sports également, ne sont pas capables encore de mettre un calendrier formel comme on l'avait avant, le temps que le tout se place. C'est vrai. Donc, moi, oui, j'ai l'impression qu'on aurait, le pouvoir de changer le calendrier en cours de route si jamais ça nous le permet. Début de saison, 13 ou 15 janvier, vous m'avez dit? Oui, on parle dans les environs. Ben là, c'est ça, il y a le camp d'entraînement, il faut qu'ils embarquent, il faut que Ouais. les joueurs embarquent le tout. Donc, Ouais. je pense que les joueurs vont avoir un gros mois de décembre et un gros début janvier pour, évidemment, un retour. Là, on parlait du 13, du 15, là, c'est les dates prépies, là, Ouais. mais dans ces girons-là. Là. OK. Mais le 1er janvier, par contre, là, ça, honnêtement, là, oubliez ça. On là. oublie ça Ça, pour c'est tout de terminé. suite. Oui. Alors que le hockey va reprendre au mois de janvier. Oui, oui. Mais en même temps, on approche de la fin de saison dans la Ligue nationale de football. Oui, la NFL. Ça, il se passe ça brasse dans la NFL. Ça- ben là, oui, Ils parce nous ont que- donné un vrai bon spectacle cette année, eux. Ils ont Oui, réussi. Oui, là. oui, on a eu, écoute, et honnêtement, chapeau, parce que oui, la NFL a eu des cas de COVID dans les équipes. Hein, Oui. malheureusement, on ne peut pas éliminer ça comme ça. Mais malgré tout, on a été quand même capable de maîtriser les éclosions, oui. Tu sais, je pense aux Steelers de Pittsburgh qui, eux, ont affronté beaucoup d'équipes avec des cas cette année. Mais les Steelers également n'ont jamais été, n'ont jamais été pour autant sur la liste. Ben, c'est ce qui des explique cas. peut-être qu'ils étaient 11-0 en victoire au début de la semaine. Oui, oui. On a rencontré beaucoup Oui. d'équipes. Bon, il ne faut pas rire avec ça. Non, il ne faut pas rire avec ça, mais... quand même. Exact, ouais, c'est ça. Ça a peut-être joué. Ben là, tu sais, là, en plus qu'on arrive au terme des semaines, on est rendu Oui. à la semaine 14, là, si Oui. j'inclus cette semaine-ci. Donc, il reste 4 semaines incluant la semaine, parce qu'on a 17 semaines à ce sujet-là, avant qu'on commence à rentrer dans ce qu'on appelle les carrés d'as Oui. et avant la grande finale. Et là, ben, le point important hier, c'est... Allez-y. Le point important, hier, c'était que là, on regardait un peu qu'est-ce qui allait arriver avec les Patriotes, parce que les Patriotes, cette année, hein, on dirait que l'équipe de l'heure n'est plus l'équipe de l'heure. Mais on a bien vu au match de jeudi soir qu'ils n'ont pas fait le poids contre une équipe contre les équipes Ouais. qui sont en tête de division présentement. Ils étaient contre les Rams hier. Oui, hein? il était contre les Rams et malheureusement, ben, écoutez, on a frappé un mur parce qu'il faut dire, bon, tu sais, du côté des Patriotes, par contre, c'est dans ces moments-là cruciaux qu'on aime avoir, par contre, un Bill Belichick avec les Patriotes parce que, tu sais, c'est un coach qui peut, tu sais, je ne veux pas dire faire de la magie, là, mais tu sais, c'est un coach, des fois, qui peut avoir une carte dans son jeu caché qui permet Ouais. à tout ça. Mais bon, j'avoue que, par contre, la prestation de Cam Newton avec les Pats depuis un petit bout, là, c'est pas... tu sais, on peut compter 89 verges de passe seulement en 4 quarts, là, c'est très, très peu. Savez-vous, ça va faire changement des séries sans les Pats? Oui, ça va faire changement. Avant la défaite, on avait Ouais. encore des chances, mais là, avec la défaite, là, ça commence vraiment, de plus en plus, ça va rétrécir. Et c'est pour ça que là, on regarde des équipes comme les Bills, les Steelers, les Titans. Là, on a 2 équipes officiellement qualifiées. On parle des Chiefs et des Saints à ce sujet-là. Donc là, on commence un peu à avoir OK. un portrait de la situation, de qui va remporter le tout. Et même, tu sais, je regarde les Chiefs et les Steelers, là, je veux dire, ça pourrait Donc, être un gros affrontement. Ce là. qu'on peut dire à partir de cette semaine, il y aura plusieurs matchs suicides. Oui. Des équipes qui se doivent de gagner s'ils veulent rester dans la course aux séries. Puis à chaque semaine maintenant, il reste, vous m'avez dit, 3 semaines? Oui, 3 semaines. Il reste là. 3 semaines de jeu, 4 si on inclut les matchs restants de cette semaine. là. Parfait. Et donc, on va voir à chaque semaine des équipes se faire éliminer s'ils ne remportent pas la victoire. Oui, bien là, de plus en plus, on va arriver, excusez-moi le thème, à ce qu'on appelle un peu les matchs do or die. Ça va être un petit peu plus ça va aller, plus les rencontres de ce style-là vont commencer à embarquer en ligne de compte. Maxime Jodoin, merci beaucoup pour Ça cette fait tournée des sports. Ça fait plaisir, Martin. Au plaisir. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous remercier et je vous dis à la semaine prochaine.